homme se transforme en une créature assoiffée de sang. Le bon docteur devient un monstre. Son alter ego maléfique est capable des crimes les plus horribles. Mr. Hyde est le premier psychopathe fictionnel de l'histoire. Jekyll et Hyde sont devenus des archétypes. On pense à Norman Bates dans Psychose, Hannibal Lecter, Freddy Krueger. Ils viennent tous après Jekyll et Hyde. Le roman est une œuvre de fiction. Mais quand Stevenson l'écrit en 1885, il s'inspire de personnages réels ayant vécu à Édimbourg, en Écosse. C'est beaucoup plus que le portrait psychologique d'un homme, c'est le portrait d'une société. On retrouve l'âme même d'Édimbourg. Partons sur les traces du Dr Jekyll et de Mr Hyde et découvrons les bas-fonds d'Édimbourg. Les rues du passé détiennent peut-être le secret de leurs âmes damnées. Un tronçon de rue figé dans le temps. Visitons les dessous d'une ville à la double personnalité, où la violence et la misère ont déchaîné les plus vils instincts des hommes les plus respectables. Tout un réseau de passages souterrains aurait favorisé un commerce odieux de cadavres humains. C'est dans cet univers tourmenté que se découpent les silhouettes tristement célèbres de Jekyll et Hyde. Édimbourg, capitale de l'Écosse. Riche de plus d'un millénaire d'histoire. Située sur la côte est de la Grande-Bretagne, elle est à seulement 65 km de la frontière septentrionale anglaise. Robert Louis Stevenson naît le 13 novembre 1850. Il accède à la gloire littéraire en 1885 avec la publication de L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. C'est l'histoire d'un homme respectable, le Dr Jekyll, qui a partie liée avec un sinistre personnage répondant au nom d'Edward Hyde. Ce dernier est soupçonné de commettre des meurtres particulièrement vicieux. Après une haletante chasse à l'homme, le dénouement de l'affaire fait froid dans le dos. Hyde et le bon Dr Jekyll ne font qu'un. Plus d'un siècle s'est passé depuis la publication de ce roman d'épouvante. Que reste-t-il de la ville qui a inspiré à Stevenson une histoire aussi macabre? Avec un diplôme d'architecture de l'université de Yale en poche, Benedict O'Looney parcourt l'Europe pour en étudier l'urbanisme. Fort de ses connaissances, il va nous aider à décrypter l'architecture d'Édimbourg. Pour moi, cela ne fait aucun doute. On retrouve quelque chose de ces vieux immeubles et de leur agencement dans les âmes torturées du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Tessa Dunlop étudie l'histoire à l'université d'Oxford. Comme Stevenson, elle a grandi à Édimbourg. Elle veut revenir sur la genèse de la plus célèbre histoire d'épouvante jamais écrite. Robert Louis Stevenson est né et a grandi à Édimbourg. Cette ville a façonné son être et sa façon de voir les choses. C'est elle qui lui a inspiré l'histoire de Jekyll et Hyde. Or, Stevenson n'a pas situé l'action de son roman à Édimbourg, mais à Londres. Sous sa plume, la ville se nimbe de brume et se perd en un labyrinthe sinistre de ruelles. Le brouillard dormait encore sur la cité ensevelie, où les réverbères brillaient comme des escarboucles. Assourdi, étouffé par ces nuées déchues, le cortège de la ville londonienne s'écoulait. Stevenson n'a jamais vécu à Londres. C'est une ville qu'il connaît peu. D'après de nombreux commentateurs, la description qu'il donne des rues londoniennes s'inspire de ce qu'il connaît d'Édimbourg. Tessa veut s'en rendre compte par elle-même et va à la rencontre de Jan Henderson, un spécialiste d'histoire locale. Dans quelle mesure Édimbourg a influencé l'écriture de Stevenson? C'est une ville très impressionnante. Elle l'était encore plus à l'époque de Stevenson. Nous sommes nombreux à penser que l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde est tout entière pétrie de l'atmosphère d'Édimbourg. Alors pourquoi avoir situé l'action à Londres? Stratégie de vente. Londres est plus vendeur qu'Édimbourg pour le grand public. Si Édimbourg n'avait pas existé, Jekyll et Hyde auraient-ils existé? Je ne pense pas. C'est beaucoup plus que le portrait psychologique d'un homme. C'est le portrait d'une société. On retrouve l'âme même d'Édimbourg. Dans son roman, Stevenson en a parfaitement saisi la complexité. Dans quelle partie de la ville a-t-il puisé son inspiration? Tessa commence par se rendre là où vivaient les Stevenson, sur Heriot Row, une des rues les plus cossues d'Édimbourg. Quand Stevenson habitait là, il y a 150 ans, le quartier venait de se construire.
Mais il n'était pas un seul jour sans que la vieille ville ne rappelât son existence au petit garçon. Je suis émue parce que je me trouve devant la maison où a vécu Stevenson. Sa famille a emménagé ici quand il avait 7 ans. C'était un petit garçon de faible constitution. Il était toujours malade et donc souvent cloué au lit. Il n'a pas dû avoir beaucoup l'occasion de jouer dans la rue. Il a dû en revanche passer beaucoup de temps au grenier. Et que voyait-il à travers la fenêtre? L'autre visage d'Édimbourg. Stevenson vivait dans un quartier récent d'Édimbourg, mais sa chambre surplombait le centre médiéval. Il avait donc une vue plongeante sur des rues et des immeubles vieux de 6 siècles. En grandissant, il développa une obsession pour la vieille ville. Il lui consacra d'ailleurs un guide décrivant avec minutie ses moindres recoins et célébrant l'agencement labyrinthique de ses rues sinueuses. Passez sous les arches sombres, les escaliers et les allées obscures. Les rues sont si étroites que vous pouvez toucher les murs des 2 mains. Aurait-elle inspiré les méandres sinistres du Londres de Stevenson? Avec Bénédicte, explorons le cœur de la vieille ville. Je me suis procuré une copie d'une carte d'Édimbourg datant des années 1640. On voit bien les toutes petites ruelles qui donnent sur la rue principale, High Street. Les immeubles sont pratiquement collés les uns aux autres. C'est la caractéristique principale de la vieille ville, comme on peut encore le voir aujourd'hui. La plupart des bâtiments ont été reconstruits, mais leur agencement est resté presque identique au tracé d'il y a 500 ans. On retrouve les mêmes ruelles ou passages tortueux qui partent de High Street. En nous appuyant sur des cartes du passé et sur une modélisation du relief de la région, nous pouvons reconstituer le développement de la ville, qui s'est fait autour du château perché sur un ancien krag volcanique. L'axe principal s'étire le long de la crête de cette colline. C'est le Royal Mile. En 1513, un mur d'enceinte est érigé pour protéger la ville. Dès lors, Édimbourg ne peut plus se développer qu'en hauteur, avec des bâtiments atteignant 14 étages, les précurseurs des gratte-ciels modernes. À la tombée de la nuit, les passages étroits entre des immeubles élevés prennent un aspect lugubre. Les venelles sombres que Mr. Hyde arpente à Londres sont les mêmes que celles d'Édimbourg. Le sinistre quartier, avec ses rues boueuses, ses passants crasseux et ses lampadaires qu'on avait oublié d'éteindre, semblait un quartier de quelque cité de cauchemar. C'est toute l'atmosphère d'Édimbourg que l'on retrouve dans l'œuvre de Stevenson. Pour s'en imprégner, Tessa et Bénédicte vont remonter le temps d'1 siècle et demi. Les bas-fonds de la ville offrent un repère idéal aux repris de justice, trafiquants de cadavres et meurtriers. Stevenson s'en est inspiré pour modeler les personnages de Jekyll et Hyde. Édimbourg est une ville tout en contraste et en opposition, à l'image du Dr Jekyll et de son alter ego démoniaque, Mr Hyde. Il est préférable de ne pas s'y risquer la nuit. Ici régnait une obscurité qui évoquait les ténèbres de la nuit. Plus loin, c'était une lueur brune, riche et sanglante. Le brouillard se déchirait et un rayon hagard de lumière diurne hasardait un regard entre les gerbes tourbillonnantes de la brume. Que reste-t-il des ruelles sinistres qui ont inspiré à Stevenson ses visions de cauchemar? Tessa et Bénédicte découvrent avec stupeur que les choses n'ont pas tant changé. La nature de la roche même sur laquelle la ville s'est érigée en a gardé la mémoire. Pour le comprendre, grimpons au sommet du Crag Salisbury, un des pitons rocheux qui surplombent la ville. Charles McKean est un historien spécialisé en architecture. Quelle vue époustouflante! Il est rare d'avoir un point de vue aussi élevé sur une ville. Ces collines sont d'origine volcanique, n'est-ce pas? Oui, la ville s'est bâtie sur un paysage volcanique. Le château est sur un ancien volcan. Lors d'une éruption, il s'est formé une sorte de traînée. Sa pente a déterminé le tracé de High Street. L'éminence sur laquelle nous nous tenons est aussi un volcan. La géologie aurait donc dicté le plan d'urbanisation de la ville. Il y a 350 millions d'années, la région était couverte de volcans. L'érosion a œuvré durant toute l'ère glaciaire
pour ne laisser qu'un piton de lave solidifié de 60 mètres sur et autour duquel Édimbourg s'est développé. Il s'agit donc de lave solidifiée voilà des millions d'années. Oui, c'est ce que nous avons sous les yeux. Le volcan en éruption a craché des torrents de lave qui, en se solidifiant, ont donné ce relief si particulier. La roche volcanique forme un soubassement idéal pour fonder une ville. Les habitants s'en sont également servis comme matériaux de construction durant plus de 3000 ans. La roche offre des fondations solides. Ce qui se construit à Édimbourg est fait pour durer. Des maisons, des ruelles entières sont encore telles que Stevenson les a connues. Visitons l'une d'elles, Mary King's Close, qui se trouve sous la City Chambers, édifiée en 1753 sur le Royal Mile. Jan Henderson en sait long sur cette rue. Le Royal Mile descend en pente abrupte sur Cockburn Street. Mary King's Close se trouvait sur cette colline. La City Chambers a été construite par-dessus. C'est donc devenu un passage souterrain? Exactement. Sous leurs pieds et sous les murs du Royal Exchange se trouvent des habitations vieilles de plus de 500 ans. Le plus surprenant, c'est qu'il est encore possible de les visiter. Le papier peint date du XVIIe siècle. Des gens vivaient ici. Ça fait bizarre. Dans cette rue, on a la sensation d'être à la fois dedans et dehors. Quand on lève les yeux, on ne voit pas le ciel, mais le plancher des locaux administratifs. La solidité du soubassement rocheux est telle que les architectes de la City Chambers n'ont pas eu besoin de poser de nouvelles fondations. Ils se sont contentés de raser les étages supérieurs des bâtiments existants pour niveler l'ensemble. Dans le roman de Stevenson, l'action se déroule dans un quartier pauvre et insalubre. Le brouillard se dissipa quelque peu et laissa apercevoir une ruelle sordide, un débit de boissons et une foule d'enfants en guenilles blottis sous les porches. Ces mots pourraient décrire Mary King's Close. C'est difficile d'imaginer que des gens vivaient ici. Les conditions d'hygiène devaient être déplorables. Il n'y avait pas de système d'évacuation des eaux usées. Les gens jetaient leurs déchets par la fenêtre. Ils prévenaient les passants en criant « Gardez-l'eau !» D'après le français, « Gare à l'eau !» Sauf que ce n'était pas de l'eau qu'ils jetaient, mais leurs déjections et autres ordures. Tout y passait. Si en marchant vous entendiez « Gardez-l'eau !» il fallait crier « A fire hand ! Une seconde !» pour avoir le temps de se coller au mur et de s'éloigner. Et ça tombait à vos pieds. Les immeubles étaient bondés. Au XVIIIe siècle, une ruelle de ce genre pouvait compter 1000 habitants. Qui vivait ici? Il existait une étrange hiérarchie sociale. Le manque d'espace à Édimbourg faisait que l'on trouvait toutes les couches sociales dans un même immeuble. Les riches faisaient cependant leur possible pour éviter de côtoyer les pauvres de trop près. On voit ici un escalier extérieur qui va directement du rez-de-chaussée aux étages supérieurs. Cela leur évitait d'emprunter l'escalier intérieur avec les pauvres. Voici à quoi ressemblait Mary King's Close avant la construction de la City Chambers. Dans les immeubles élevés, les pauvres s'entassaient dans les étages inférieurs où stagnaient les effluves nauséabonds de la rue. Loin d'avoir été désertée après la construction de la City Chambers, Mary King's Close est restée occupée pendant plus d'un siècle. Les plus démunis y vivaient encore à l'époque de Stevenson. Comment un enfant des faubourgs cossus d'Édimbourg pouvait-il connaître l'existence de ce quartier souterrain? Tout le monde connaissait Mary King's Close. Il a dû visiter la vieille ville et ses bas-fonds. Il a même écrit dessus à plusieurs reprises. Il ne l'aurait probablement pas fait s'il ne connaissait pas le quartier. Sombre, malfamé et littéralement enfoui sous la surface de la terre, Mary King's Close est à l'image du Londres où sévissent Jekyll et Hyde.
De la dualité architecturale et sociologique d'Édimbourg est né le concept qui sous-tend toute l'intrigue, la dualité profonde de l'âme humaine. L'idée d'une double identité est tellement nouvelle et dérangeante qu'elle entra les lecteurs pendant des décennies. Mais comment une telle idée a-t-elle pu naître sous la plume de Stevenson? Sous les pavés d'Édimbourg subsistent des parcelles de rues médiévales. En surface, le paysage urbain est très contrasté, avec d'un côté la vieille ville et de l'autre la ville nouvelle. Il semblerait que cette dualité ait une résonance profonde dans l'œuvre de Stevenson. L'homme n'est pas un, mais double en vérité. Dans tous les humains que nous côtoyons, le bien et le mal se mêlent. L'âme double du Dr Jekyll est à l'image de l'Édimbourg où Stevenson a grandi. Au nord, une ville nouvelle avec un plan aéré et rationnel, en opposition radicale avec la vieille ville. L'identité multiple de la ville a inspiré le couple antagoniste de Jekyll et Hyde. Tessa retrouve Charles McKean aux archives de la ville. Pourquoi avoir construit la ville nouvelle? C'était un enjeu politique. Il fallait redéfinir Édimbourg. Il n'y avait qu'une solution, construire de l'autre côté de la vieille ville, là où il y avait de la place. Les nouveaux quartiers devaient symboliser une nouvelle façon de vivre, une nouvelle société civile. Pour une entreprise d'une telle envergure, les autorités organisent un concours d'architecture. Tous les urbanistes du pays sont invités à soumettre leurs projets. Les plans retenus proposent un paysage urbain aux lignes géométriques épurées et élégantes. Les nouveaux faubourgs étaient destinés aux aristocrates et aux gens de fortune. C'étaient des quartiers chics et élitistes. Les employés, les gens ordinaires, devaient se cantonner de la vieille ville. 70 années d'aménagement urbain ont transformé Édimbourg. Les marais ont cédé le terrain au jardin public. 2 ponts relient désormais les 2 parties de la ville et des voies ferrées traversent la vallée. Édimbourg est la juxtaposition de 2 entités distinctes. Réserver la ville nouvelle à la bonne société a dû profondément marquer l'identité de la ville. Effectivement. Petit à petit, puis de plus en plus vite, les classes moyennes ont commencé à fuir la vieille ville. Plus personne ne voulait y vivre. Ceux qui y restaient n'avaient tout simplement pas les moyens de déménager. C'était un cercle vicieux irréversible. Géographiquement et économiquement divisées, les 2 parties d'Édimbourg se développèrent aux antipodes l'une de l'autre, à l'image du monstre qui naîtra sous la plume de Stevenson. D'un côté l'homme respectable et aisé, de l'autre l'assassin à l'âme noire et corrompue. Je vais vous montrer une carte des années 1820. La ville nouvelle était alors complètement achevée. La différence saute aux yeux. Voyez comme ce côté est plus aéré, structuré en ligne droite. C'est effectivement frappant. Ici, la sérénité de la symétrie, et là, un fouillis sombre et oppressant. À l'image du couple Jekyll, le rationnel, et Hyde, le bestial. Selon vous, le roman de Stevenson fait écho à la dualité d'Édimbourg? Oui, Stevenson a réussi le tour de force de traduire l'atmosphère unique de la ville en une fiction. Stevenson s'est inspiré de la ville d'Édimbourg, mais aussi de ses habitants. À mesure que les nouveaux faubourgs attiraient des gens respectables, la vieille ville se transformait en ghetto pauvre et malfamé. Les rues comme Mary King's Close devinrent des repères de criminels. Parmi eux, un homme d'affaires aisé appelé Deacon Brodie. Son histoire est désormais légendaire. Aidez-moi à situer un personnage comme Deacon Brodie. Je l'imagine mal arpentant ces venelles sombres. Deacon Brodie était un personnage étonnant qui fréquentait les 2 côtés de la ville. C'était un homme respectable, un membre du conseil municipal qui vivait dans un immeuble cossu de la ville nouvelle. Mais la nuit, il menait une vie de débauché. Il s'adonnait aux jeux de hasard et au vol. Il traînait dans les caves voulant jouer aux dés et organiser des combats de coqs. Conseiller municipal le jour, cambrioleur la nuit, Deacon Brodie menait une double vie à l'instar du Dr Jekyll de Stevenson. Or, Brodie a vécu 70 ans avant la naissance du romancier.
Comment aurait-il pu l'inspirer? Pour le savoir, Bénédicte se rend sur le site de l'ancienne prison d'Édimbourg, le Tolbooth. Elle a été détruite en 1817, mais l'historienne Jane Caldwell va nous en apprendre plus. Les bâtiments de la prison s'étendaient sur toute cette longueur, jusqu'à l'angle du Royal Mile. Ces tourelles empiétaient sur la rue. C'était une construction sans harmonie, qui s'est agrandie puis réduite au fil des années. Les conditions de détention étaient épouvantables. Il n'y avait pas de canalisation, mais un trou au milieu de chaque cellule qui servait de fosse d'aisance. Les exécutions publiques se faisaient au Tolbooth. En 1788, Deacon Brodie, arrêté au cours d'un vol à main armée, y fut pendu. Il y avait une potence sur le côté. Près de 20 000 personnes pouvaient assister aux pendaisons. Voici à quoi ressemblait le Tolbooth quand Brodie fut pendu. La potence, qui venait d'être construite quelques années plus tôt, permettait à la foule de bien voir l'exécution. Il est monté sur la potence très détendu. La légende veut qu'il ait imaginé tout un dispositif sous son collet et qu'il ait soudoyé le bourreau pour que la pendaison ne lui soit pas fatale. Sa ruse ne fonctionna pas et sa mort fut certainement douloureuse. En Grande-Bretagne au XIXe siècle, les pendaisons se faisaient selon la technique du long drop. Le condamné tombe de tout son poids d'une hauteur importante et se brise la nuque. La mort est rapide. Mais au temps de Brodie, la chute étant beaucoup moins importante, la victime mourait de strangulation après parfois 1 heure d'agonie. La renommée de Deacon Brodie était telle que son exécution entrera dans le folklore de la ville. Stevenson ne pouvait que connaître l'existence rocambolesque de ce sinistre personnage. Stevenson était de constitution maladive. Il a passé une partie de sa jeunesse alité et adorait qu'on lui raconte des histoires. L'une de ses préférées était celle de Deacon Brodie. Une fois adulte, il a voulu écrire cette histoire, mais ne jugeait pas approprié de désigner les 2 facettes de ce personnage avec un seul nom. Il les a baptisés Jekyll et Hyde. Il est donc fort possible que Deacon Brodie ait inspiré à Stevenson l'idée d'un homme menant une double vie. Mais d'où lui vient celle d'une science dévoyée? Encore une fois, de la ville d'Édimbourg elle-même, où science et crime se trouvent intimement liés. Dans le roman, les crimes odieux perpétrés par Hyde ne sont jamais détaillés. Ces actes sont qualifiés de diaboliques, vils ou indicibles. Stevenson se serait-il inspiré de faits réels? Pour le savoir, il faut remonter dans le temps et fouiller dans la mémoire cachée de la ville. Ici était développé, selon une sinistre rumeur, un commerce de cadavres. Toutes les transactions se seraient faites sous l'un des ponts reliant les 2 parties de la ville. En 1785, les pères de la ville font construire 2 ponts entre la vieille ville médiévale et les nouveaux faubourgs cossus. Un au nord et l'autre au sud. Pour la première fois, les habitants d'Édimbourg vont pouvoir entrer dans la ville nouvelle sans avoir à mettre les pieds dans les ruelles insalubres des bas-fonds de la ville. Encaissé entre 2 rangées de bâtiments, le pont est conçu pour abriter des commerces. Les façades cachent 19 arches. Scellées depuis plus d'1 siècle, ces voûtes sont tombées dans l'oubli. Mais certaines sont encore accessibles. Quels secrets peuvent-elles bien renfermer? J'en reviens pas. C'est immense. Nous sommes sous le South Bridge. Il y a des voitures qui circulent au-dessus de nos têtes en ce moment même. C'est donc vers la fin du XVIIIe siècle qu'ils ont construit des ponts permettant d'enjamber les ruelles sinueuses des bas-fonds de la vieille ville. Une bonne partie du quartier a dû être réaménagée. Oui, ils ont rasé 4 rues et ont réutilisé les pierres pour ériger la pièce dans laquelle nous sommes. On peut voir dans le coin là-bas, incrusté dans la maçonnerie, le linteau du bâtiment qui a été démoli. À quoi servait cet espace?
Il servait d'atelier et d'entrepôt aux boutiques qui se trouvaient le long du pont. Il n'était pas question de laisser un espace vacant. Si on regarde derrière, on voit des cloisonnements. L'endroit servait à la fois de rangement et d'espace de travail. Certains avaient même aménagé des entrepôts de bière et des caves à vin. Tandis que les classes sociales aisées empruntaient commodément le tout nouveau pont, les plus démunis travaillaient dans des conditions épouvantables à ses pieds. Il y a plus de 120 pièces comme celle-ci, faisant entre 1 et 18 mètres de long. Vous entendez les infiltrations d'eau? C'était déjà ainsi à l'époque. Avec le temps, des stalactites se sont formées. Les gens faisaient du feu pour se chauffer. Mais comme il n'y avait pas de cheminée, la fumée stagnait dans la pièce. C'est une pièce aveugle. Il n'y a aucune fenêtre. Pour y voir clair, ils allumaient des lampes à huile rudimentaires. Ils utilisaient de l'huile de poisson, la moins chère. Elle dégageait une forte odeur en brûlant. Et comme il n'y avait pas de canalisation, ils se soulageaient dans un seau, qu'ils laissaient dans un coin. Les conditions de vie étaient déplorables. Petit à petit, ces caves changèrent d'utilité. Dans une ville bondée, chaque centimètre carré est précieux. Les plus pauvres ou les marginaux se sont appropriés ces espaces laissés à l'abandon. Certains ont même dû vivre ici. Il y avait une pénurie de logements. Entre 1800 et 1840, la population d'Édimbourg a doublé sous l'affluence des migrants pauvres. Tout ce quartier était réputé pour son extrême pauvreté. C'était un véritable taudis. Les gens se sont entassés dans ces grands espaces inutilisés. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était mieux que de dormir dans la rue. On comprend très bien comment ils en sont venus à habiter ces caves. Ce devait être de vrais coupe-gorge. On y trouvait toute la pègre. Les tavernes et autres maisons closes se sont multipliées par dizaines à cette époque. Certaines caves devaient en abriter aussi. Cette partie d'Édimbourg devint une zone de non-droit. Était-ce ici que se faisait le commerce des cadavres dont parle la rumeur? Les murs sont pleins tout du long. Mais voyez ce que nous avons là. On dirait un tunnel obstrué à la va-vite. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Probablement un passage qui donnait sur Infirmary Street. Le tunnel donne au sud, en direction d'Infirmary Street, où se dresse l'école de médecine. Le passage étant obstrué, Jane et Benedict vont en suivre le tracé à la surface avant de redescendre de l'autre côté dans le sous-sol d'un bar. C'est la première fois que je viens ici. Je ne m'attendais pas à tomber sur une pièce aussi vaste. Je pensais trouver une cave semblable à la précédente. On se croirait dans une des ruelles du vieil Édimbourg. Il y a un canal d'écoulement au milieu de la chaussée et des trottoirs de chaque côté. C'est un tronçon de rue abandonné, puis oublié. Nous sommes probablement dans Infirmary Street, telle qu'elle existait avant la construction du South Bridge. J'ai compté 29 marches en descendant ici, ce qui fait un peu moins de 7 mètres sous le niveau de la rue. C'est sensiblement à la même profondeur que le tunnel obstrué que nous avons rencontré. Serait-ce le même tunnel? Selon toute vraisemblance, oui. Serait-ce une galerie secrète reliant les bas-fonds de la vieille ville et les sous-sols de l'école de médecine? Le passage était encore praticable au début du 19e siècle, quand Édimbourg était le centre de recherche médicale de l'Europe. Seuls les meilleurs étudiants y étaient admis. Pourquoi deux univers aussi diamétralement opposés étaient reliés entre eux? Matthew Kaufman est professeur d'anatomie à l'actuelle faculté de médecine. L'anatomie était au fondement de toutes les disciplines médicales. Un étudiant désirant embrasser la carrière de chirurgien devait connaître son anatomie sur le bout des doigts. Malheureusement, il y avait beaucoup d'étudiants et pas suffisamment de corps à disséquer. Plus l'école de médecine attirait de monde et plus la pénurie de cadavres se faisait ressentir. D'où le développement d'un trafic de cadavres. Le commerce de cadavres à Édimbourg n'est donc pas une légende urbaine.
Au XIXe siècle, des hommes déterraient des cadavres fraîchement enterrés pour les revendre à l'école de médecine. Stevenson avait-il eu connaissance de ces pratiques? Que sait-on au juste de ces trafiquants? Tessa se rend dans l'un des nombreux anciens cimetières de la ville. Les trafiquants de cadavres humains opéraient-ils dans ce cimetière? Greyfriars était un de leurs cimetières de prédilection, car il est au cœur même de la vieille ville, où se concentraient toutes les activités criminelles. L'école de médecine n'était pas très loin, ce qui facilitait les transactions. Les hommes de la résurrection, comme on les appelait, opéraient de nuit. Ils gravissaient le mur d'enceinte et déterraient les morts fraîchement enterrés. Ils ouvraient le cercueil et attrapaient le corps par le nombril, avec un croc. Ce devait être horrible pour la famille des défunts. D'autant que les gens étaient très superstitieux. Les profanateurs de tombes et voleurs de cadavres étaient considérés pires que des meurtriers. Le commerce des cadavres avait pris une telle ampleur que les cimetières durent être protégés par de hauts murs d'enceinte et des tours de garde. Quand ils en avaient les moyens, les gens mettaient leurs morts sous verrou, grâce à ce type de dispositif. Après quelques jours sous terre, protégé dans cette cage, le cadavre ne se prêtait plus à la dissection. Il était inutilisable et donc invendable. Il pouvait alors être enseveli de façon appropriée. Le trafic de cadavres est une activité hautement lucrative. Un cadavre se vendait entre 1 livre et 1 livre 50 s'il s'agissait d'un enfant. En temps normal, cela pouvait monter à 4 ou 5 livres et en temps de pénurie jusqu'à 15, 20, voire 30 livres. Cela représentait beaucoup d'argent à l'époque. Le prix d'un cadavre frais était l'équivalent de 365 € actuels. En général, les trafiquants de cadavres étaient issus des quartiers les plus pauvres de la ville. C'était le genre de personnes à utiliser les voûtes sous le South Bridge, non seulement comme refuge, mais aussi comme réseau souterrain pour leur commerce illicite. Au pied du pont, le bar Bannerman's a traversé les siècles. Stevenson lui-même le fréquentait. Il a, sans aucun doute, entendu parler des trafiquants de cadavres. Il en a même peut-être croisé en venant prendre un verre ici. Parmi eux, un homme est devenu tristement célèbre. Peut-être lui a-t-il d'ailleurs inspiré le personnage monstrueux du Dr Jekyll. Cet homme, c'est William Burke, l'un des plus prolifiques tueurs en série d'Écosse. En été 1828, 2 immigrants irlandais, William Burke et William Hare, ont mis au point un mode opératoire infaillible. On m'a parlé du duo Burke et Hare. Ce n'était pas au cimetière que Burke et Hare se fournissaient en cadavres. Ils les tuaient eux-mêmes. Ils sillonnaient la ville de nuit à la recherche de victimes dont on ne remarquerait pas l'absence, principalement des indigents et des femmes. Ils les abordaient en leur proposant un refuge, un endroit où se chauffer et boire un verre. Ils les saoulaient pour pouvoir les achever plus facilement. Hare immobilisait la victime et Burke la tuait. Il agissait toujours à main nue, en étouffant la personne. 2 doigts pour lui boucher le nez et 1 pour la bouche. La mort survenait en quelques minutes. Cela leur permettait d'avoir des cadavres en parfait état, sans contusion, traces de balles ou d'armes blanches. Ils se revendaient plus facilement à l'école de médecine. En 18 mois, Burke et Hare assassinèrent 17 personnes. Jamais l'Écosse n'avait connu une telle folie meurtrière. Burke et Hare étaient des individus odieux. Leur façon d'attirer leurs victimes démontrait un esprit particulièrement sournois. Ils s'attaquaient principalement aux personnes âgées et vulnérables, à des gens qui venaient d'arriver à Édimbourg et dont ils étaient sûrs que la disparition ne serait pas remarquée. Ils s'en sont même pris à une prostituée et à un petit garçon handicapé. Mais leurs crimes ne restèrent pas impunis. Un assistant chirurgien reconnut un des cadavres vendus par Burke. Il s'agissait d'une jeune prostituée, Mary Patterson. Le professeur d'anatomie, M. Ferguson, avait probablement couché avec elle 1 jour ou 2 avant sa mort. Quelques étudiants devaient également bien la connaître. Ils ont tout de suite identifié son corps. Ils ont demandé à Burke, qui leur avait fourni le cadavre, comment elle était morte. Elle était toute jeune.
Ce genre de choses arrive, a-t-il répondu. C'était une alcoolique. L'enquête sur la mort de Patterson incrimina Hare, qui négocia sa relaxe en témoignant contre son acolyte. Burke fut traduit en justice, puis condamné pour meurtre en série. L'exécution de William Burke a été publique. 20 000 personnes ont assisté à sa pendaison. Il y avait du monde partout, dans la rue, aux fenêtres, sur les toits. Les rues étaient noires de monde. Et puisqu'il avait tant contribué aux études de médecine, la faculté a accepté le don de son corps à la science. Ce n'était que justice. Son cadavre est passé du gibet à la table de dissection, où il a subi le même traitement que celui de ses victimes. Voici 2 moulages du visage de William Burke. Celui-ci a été réalisé lors de son séjour à la prison de Tolbooth. Et celui-ci sur son cadavre peu après son exécution. On ne le voit pas bien, mais il y a la trace de la corde. Après avoir fait le moulage de son visage, les anatomistes ont disséqué son corps. Sa peau a servi à relier des carnets de notes. Certains d'entre eux sont encore en circulation. En définitive, Burke n'a jamais quitté l'école de médecine. Le squelette de William Burke, comme c'est macabre. Son corps a été disséqué sous l'autorité du professeur d'anatomie de l'époque. C'était pour marquer l'exemple et dissuader les gens de faire comme lui. William Burke fut exécuté en 1831, 20 ans avant la naissance de Stevenson. Serait-ce l'homme qui lui inspira le personnage du Dr Jekyll? Je ne peux m'empêcher de voir des ressemblances entre le tandem formé par Jekyll et Hyde et l'étrange intrication entre le milieu médical et celui des criminels. Le lien ne fait aucun doute. Stevenson s'est d'une façon ou d'une autre inspiré de l'histoire de Burke et Hare. Il faisait partie du folklore d'Édimbourg. Il publie d'ailleurs en 1884 un récit appelé « Le voleur de cadavres ». Mais pour Tessa, cette seule source ne saurait expliquer la complexité de Jekyll et Hyde. D'un côté, il y a le commerce ignoble des cadavres et de l'autre, le besoin qu'en a la science pour progresser. On pointe les voleurs de cadavres du doigt, mais ils ne représentent qu'une moitié de l'équation. Les médecins achetaient ces corps. Cela a fini par entacher leur réputation. Ce n'est pas pour rien que le héros de Stevenson était un homme de science dévoyé. Jekyll est un médecin respectable, mais il abuse de son savoir médical en mettant au point une potion qui va débrider ses désirs les plus sombres. Pour retrouver les modèles historiques du Dr Jekyll, il ne faut donc pas se contenter de visiter les bas-fonds d'Édimbourg, mais se rendre également dans les quartiers chics de la ville nouvelle, où vivaient les praticiens respectables comme le docteur Robert Knox. Knox enseignait l'anatomie. Il avait une réputation d'excellence. Les étudiants se pressaient à ses cours. C'est lui qui a acheté toutes les victimes sans exception de Burke et Hare. Le docteur Knox était peu regardant quant à la provenance des cadavres, alors qu'il y avait de quoi éveiller ses soupçons. Il n'y prêtait tout simplement pas attention. Il aurait dû être plus scrupuleux. Son œil de praticien avisé aurait dû lui faire comprendre qu'il s'agissait de victimes de meurtre. Jekyll est un médecin qui fait un mauvais usage de ses connaissances pour assouvir ses pulsions meurtrières. Serait-il le double fictif du docteur Knox? Tessa poursuit l'enquête en se rendant à l'adresse du célèbre chirurgien. Je suis dans le square où le docteur Knox vivait et possédait une salle de dissection. Quand Stevenson décrit la maison du docteur Jekyll, il la situe dans ce genre de place bordée de belles maisons anciennes. Le docteur Jekyll vit dans une maison ayant appartenu à un chirurgien réputé qui s'était aménagé une salle de dissection au fond du jardin. On voit souvent l'alter ego du docteur Jekyll, Mr. Hyde, entrer et sortir par la porte de ce bâtiment. Le docteur Knox disposait également d'une salle de dissection à l'arrière de sa maison et il était de notoriété publique qu'il demandait à Burke et Hare d'y délivrer les cadavres. La maison du docteur Knox n'existe plus sur Surgeon Square, mais voici à quoi elle ressemblait. Elle correspond en tout point à la description de la maison du docteur Jekyll.
En tournant le coin de la ruelle, on arrivait à une place bordée sur ses quatre côtés de belles maisons anciennes. L'une de ces maisons était encore entièrement occupée par son propriétaire. La porte arborait un grand air de prospérité et de confort. Le Dr Knox réunit toutes les caractéristiques du tandem sulfureux que forment le Dr Jekyll et Mr Hyde. Revenir à Édimbourg m'a aidé à comprendre ce que Stevenson avait en tête en écrivant l'histoire de Jekyll et Hyde. Il est né dans une ville tout en contraste et opposition, peuplée de personnages hauts en couleur. Comme tous les enfants, il adorait écouter les histoires épouvantables mettant en scène Deacon Brodie, Burke et Hare, des voleurs de cadavres ou le Dr Knox. Stevenson a concentré tous ces éléments en un personnage moitié humain, moitié bestial. C'est un monstre dont l'âme et les actes reflètent toute la complexité et l'hypocrisie de la société. Le romancier s'est donc autant inspiré de l'histoire d'Édimbourg que de sa structure et de son architecture. Après avoir parcouru la vieille ville et la nouvelle ville, puis avoir exploré les caves du XVIIIe siècle sous Sousbridge, je suis convaincu que la dualité entre le caractère organique de la cité médiévale et l'urbanisme strictement rationnel de la ville nouvelle est au cœur de l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Stevenson ne s'est pas inspiré d'une seule personne ou d'un seul lieu pour créer les personnages de Jekyll et Hyde. Ces derniers sont nés de l'intrication entre la vision lugubre d'une ville de cauchemar aux deux visages radicalement opposés et la noirceur de l'âme